népalien, le canal coréen. Pour l'arabe, canal chinois. Pour l'indonésien Bahasa, le canal russe. Pour le thaï, le canal allemand. Pour le khmer, le canal Japon. Et pour le Népal, le canal coréen. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour une célébration du jour international de la migration. Nous avons 1,5 million de travailleurs domestiques dans le monde entier, ce qui représente 72% d'entre eux sont des travailleurs domestiques, ce qui indique l'importance de cette population des travailleurs domestiques dans le monde de la migration, mais également dans l'économie des soins. Nous célébrons également aujourd'hui les 20 ans depuis que l'ONU a adopté la Convention 189 sur la protection des droits de tous les travailleurs domestiques migrants. Nous célébrons également aujourd'hui les 2 années depuis l'adoption du Compact mondial sur la migration sûre et réglementaire par les membres de l'Union de l'ONU, suivi de près par une promulgation par l'Assemblée générale formelle, donc en 2008. Ceci couvre toutes les dimensions de la migration internationale de façon globale. Toutefois, aujourd'hui, nous expérimentons toujours certains fossés dans la protection des travailleurs domestiques, notamment depuis la pandémie, une pandémie mondiale qui a affecté notamment les travailleurs de soins, les travailleurs migrants et qui a durement affecté les travailleurs domestiques au travers des différentes frontières et mouvements. Nous voudrions commencer aujourd'hui par un discours d'ouverture par la présidente de l'IDWF, Myrthe Witbooi. Elle est avec nous. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Je suis Myrthe. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous. Merci de me donner cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Je crois qu'il faut mentionner que c'est très inhabituel, cette façon de célébrer le Jour international de la migration, mais nous avons trouvé une fois de plus que nous sommes forts, que nous sommes une organisation internationale et nous avons toujours le droit de nous exprimer. Nous trouvons toujours les moyens de nous exprimer pour défendre les travailleurs domestiques et les droits de tous nos membres. Nous faisons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à défendre nos droits et mettre en avant la solidarité pour rester loyaux à nos objectifs. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui donc la syndicalisation des travailleurs domestiques et comment notamment les travailleurs domestiques migrants ont besoin de s'unir, de syndicaliser. Nous allons parler d'ailleurs avec les organisations du Qatar, du Kenya, du Koweït, ce qui est vraiment intéressant parce que nous voyons là qu'il y a des intérêts croisés et qu'il y a des choses très intéressantes qui se produisent grâce à ces alliances. Nous, les travailleurs migrants, nous devons commencer à nous éduquer, nous devons nous élever pour défendre nos droits, mais utiliser également les nouvelles technologies pour en tirer pleinement profit. Nous devons utiliser tout ce qui est notre pouvoir pour nous approprier ces technologies, notamment les téléphones portables. Et on le voit, c'est ce qui se produit que les travailleurs domestiques commencent à utiliser Zoom pour nous assurer que les travailleurs domestiques continuent à nous accompagner et à tirer profit de tous les efforts que nous faisons pour... Voilà pour cette introduction. Je crois c'est important de souligner ce que nous avons déjà obtenu, mais il nous faut consolider ce que nous avons déjà effectué, mais toujours continuer à lutter pour
Pour poursuivre nos efforts, notamment au Liban, au Qatar, il y a encore beaucoup à faire et nous devons nous assurer que nous restons mobilisés, notamment pour les travailleurs domestiques. Je dis toujours à mon secrétaire général, nous devons nous unir tous les travailleurs migrants, toutes les organisations mondiales pour pouvoir parler d'une seule et même voix, parce qu'alors nous serons plus forts. Et donc, voilà, j'espère que ces discussions seront fructueuses pour tous et j'espère que nous en aurons beaucoup d'autres encore dans les années à venir, de telles discussions enrichissantes. Merci, merci, c'est un honneur de nous avoir avec nous aujourd'hui, d'écouter votre voix vous êtes un exemple de la résistance des travailleurs domestiques migrants. Comme vous le dites très bien, nous devons rester unis pour faire face ensemble aux défis très difficiles que de la pandémie, notamment la fermeture des frontières et la difficulté dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs migrants. Dans un contexte de migration, l'expérience est façonnée par la situation précaire qui est la leur pour ces travailleurs. Ces précarités sont expérimentées à différentes étapes du cycle de migration. Tout d'abord, ces personnes font face à un endettement dans leur pays d'origine et cela s'accompagne de la dépendance vis-à-vis d'hommes intermédiaires et d'agences de recrutement. Il s'agit principalement de femmes qui commencent dans leur trajectoire avec des ressources financières beaucoup plus limitées. Et si nous souhaitons nous récupérer de cette pandémie, de cette situation terrible dans laquelle nous sommes actuellement, nous devons lutter contre ces contrats fragiles et limités, ces CDD et ces visas également liés aux employeurs dans les pays de destination. Ensuite, d'une façon générale, la précarité de l'avenir se voit reflétée dans ces espaces très limités de retour et la réintégration des rapatriés. C'est un autre sujet de discussion et de travail. Aujourd'hui, notre premier panel va examiner les efforts de syndicalisation, comment cela permet de faire face aux défis de la migration pour aider chacun des migrants à s'intégrer dans le pays de destination, mais également pour se réintégrer dans le pays d'origine en cas de retour. Comment cette syndicalisation, comment ces efforts de syndicalisation sont reflétés dans les différentes géographies de la migration. Et aujourd'hui, c'est un véritable honneur de présenter les 4 orateurs qui viendront nous partager leur savoir pour donc ce premier panel sur le leadership des travailleurs domestiques migrants. Nicola Lawson est la vice-présidente de l'Union des travailleurs domestiques de Jamaïca. Elle travaille depuis plus de 15 ans dans ce secteur. Elle travaille donc pour les droits de l'homme en matière économique et sociale, en défendant des règles, des lois au niveau local, national et régional. Elle est la promotrice des secteurs de travailleurs domestiques pour aider toutes les femmes dans tous les secteurs. Et elle travaille au quotidien avec ces personnes pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle a travaillé elle-même comme travailleuse domestique pendant plus de 20 ans, ce qui lui a appris énormément pour pouvoir aider ses compagnes. Ce sera un honneur pour nous de vous écouter. Nous allons ensuite écouter Raël Zegevi, qui a travaillé comme activiste et comme réalisatrice de films au Liban depuis de nombreuses années. Elle a débuté au Liban, elle a mis à profit toutes ces années pour écrire et diriger des films et pour mettre en avant là aussi les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques éthiopiennes dans le pays, tout ce qu'elles doivent endurer et notamment à cause du système kafala.
Elle a mis en œuvre des pièces de théâtre qui font entendre la voix des travailleurs domestiques. Elle a également œuvré pour l'organisation et la syndicalisation des travailleurs domestiques au Liban pour les aider à faire face au système kafala. Elle nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Nous avons également du Kenya, Margaret Kabu, ou Maggie. Elle a grandi au Kenya et a vécu au Qatar pendant les 8 dernières années. Elle travaille à plusieurs kilomètres de Doha comme babysitter et comme aide-soignante. En 2020, elle a commencé à organiser un groupe de travailleuses domestiques kenyanes pour venir en aide à ces personnes. Ils avaient moins de 20 membres quand ils ont débuté et sont aujourd'hui plus de 102 membres. L'objectif du groupe est d'éduquer les travailleuses domestiques à propos de leurs droits et de les aider dans ces temps de crise. Et enfin, dans ce panel, nous aurons Zainab Ekumba, qui a été une travailleuse domestique, membre du réseau des rapatriés au Kenya depuis de nombreuses années. Elle travaille dans des institutions éducatives, dans les hôpitaux et dans des syndicats. Elle a elle-même travaillé comme travailleuse domestique en Arabie Saoudite entre 2014 jusqu'en 2020 et elle est revenue début février et a pu avoir les pires comme les meilleures expériences pour... donc, bienvenue à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, c'est à vous. Veuillez nous en dire un petit peu plus sur la réalité des travailleuses domestiques en Jamaïque aujourd'hui. C'est dans l'intérêt des travailleurs du foyer domestique pour promouvoir et protéger les droits et les intérêts des travailleuses tout au long de la Jamaïque. L'objectif est aussi de créer des synergies, des efforts des travailleuses domestiques et d'autres organisations, dans les organisations civiles et les syndicats à travers des standards et des normes de travail décents et la ratification des conventions des travailleuses de l'OIT numéro 189 et 190, ainsi que la promotion d'autres politiques et lois pour donner une voix aux travailleuses domestiques au niveau national et régional. Le travail domestique a été considéré pour la plupart réalisé par des femmes et il s'agit d'une catégorie de travail qui contribue significativement au développement national à travers un travail qui est rémunéré et non rémunéré. Nous devons également lutter pour faire en sorte de pouvoir remplir ces rôles et aussi prendre soin de notre famille. En relation avec les droits et dans plusieurs instances ne sont pas à jour et beaucoup de cas sont discriminatoires. Il y a un manque de législation moderne, intégrale, qui rend encore plus dur et pire les conditions d'exploitation et d'abus de ces travailleuses qui sont plutôt des femmes. La migration est un comportement naturel et les gens migrent pour différentes raisons, y compris les travailleuses domestiques. Les gens migrent pour améliorer leur niveau de vie, leur qualité de vie et donner des meilleures possibilités pour elles et leurs familles, comme quand ils envoient leurs enfants à une autre école ou pour trouver un meilleur travail, car là où ils se trouvent, ce n'est pas possible, ainsi que pour leur donner des possibilités de carrière professionnelle, sécurité et stabilité. Plusieurs collègues de notre propre syndicat ont migré à Kingston pour essayer de trouver des meilleures conditions de travail ainsi que des meilleures conditions de logement et qui ont déménagé des zones rurales aux zones urbaines. Entre les problèmes que les travailleuses domestiques doivent surmonter, nous avons les longues heures de travail
la charge de travail, les bas salaires, les logements et la nourriture qui n'est pas adéquate, ainsi que les abus au niveau émotionnel, sexuel et physique, entre autres. Ces groupes sont exposés à des conditions encore plus difficiles et il s'agit des travailleuses migrantes et les travailleuses domestiques mineures. La migration peut porter bénéfice aux travailleuses migrantes, à leur communauté. Cependant, les travailleuses domestiques sont spécialement sous les risques d'être exploitées et exclues avec un accès limité ou pas d'accès du tout à la protection sociale. Elles restent encore une catégorie très peu protégée dans le cadre de la législation nationale et subissent un contrôle très peu efficace. L'exploitation des travailleuses a lieu au niveau national, et régional et international. Elles sont vulnérables aux abus des droits de l'homme en vue des inégalités et en vue du genre, la race, et leur origine et au niveau national et leur statut social. Le manque de paiement, la rétention des passeports, le manque de contrats, et les paiements de droits très élevés aux agences d'emploi, la violation de leur dignité humaine et leur liberté, la violence qu'elles subissent, entre autres, sont des conditions très communes que ces travailleuses doivent subir. Cette situation est critique surtout pour les travailleuses domestiques migrantes et quand elles n'ont pas des documents, elles sont dans une situation indocumentée et quand ils travaillent dans des foyers qui n'ont pas accès à des dispositifs de communication, comme par exemple le téléphone portable, Internet, ou encore pire, elles ne peuvent pas avoir une communication avec leur famille. Notre syndicat défend l'implémentation du travail décent et la libre circulation au sein du marché et l'économie du CARICOM. Et en tant que membre du CARICOM, nous pouvons voyager à d'autres îles des Caraïbes et nous pouvons y rester pendant 6 mois, à condition que nous ne travaillons pas. Mais en tant que citoyens de la Jamaïque, une fois que nous y entrons, nous devons rester mis à l'écart. Ces activités tout au long des Caraïbes présentent des situations et des besoins pour les travailleurs domestiques qui sont très difficiles et surtout pour les migrantes qui n'ont peut-être personne à qui est parlé ou contacté lors de leur arrivée. Nous faisons du lobby face au gouvernement du CARICOM pour la ratification et l'implémentation des conventions de l'OIT 190 et 189. Le soutien des travailleurs domestiques tout au long de Caraïbes ainsi que des exercices de développement des capacités pour les associations nationales. Nous devons continuer d'essayer l'implémentation du régime CSME pour que les travailleuses puissent profiter de ces droits ainsi que d'autres catégories de travail le font. Nous devons promouvoir donc des meilleures opportunités pour produire et vendre des biens ainsi que des possibilités de travail pour que les travailleurs domestiques aient des bonnes possibilités. Selon un auteur, la raison la plus importante pour la migration irrégulière n'est pas la migration elle-même, mais elle est due à la croissance des inégalités entre les pays et au sein des pays et le manque des États de développer des systèmes de migration appropriés pour faire face à la demande. La protection très pauvre pour les travailleurs domestiques de la région a besoin de trouver un équilibre entre les interventions indépendantes et entre différentes parties intéressées que nous devons demander au gouvernement et des propositions simplifiées pour faire face à cette situation avec les États membres et cela demande la coordination des cadres des politiques de travail, d'immigration, des lois et des meilleures pratiques développées dans la région. Nous avons un besoin de supervision des agences de travail car le manque de contrôle est l'un des problèmes les plus importants, ainsi que la situation confuse de ces travailleuses qui sont souvent
très exploités. Par exemple, un employeur étranger a demandé le service de l'une de nos membres pour travailler en tant que soignante de deux personnes âgées, de deux hommes âgés. Mais à son arrivée, notre camarade a découvert que ces informations ont été fausses et elle a dû travailler dans un foyer avec 8 hommes et âgés et les conditions de travail n'étaient pas dignes et elle devait utiliser son propre argent pour se nourrir et nourrir les hommes et, auxquels elle devait porter ses soins. Elle a pu approcher un syndicat où elle a pu présenter une plainte et elle a été aidée pour retourner à son pays d'origine. Un autre exemple, nous avions un autre membre qui avait été envoyé au Mexique pour travailler en tant que travailleuse domestique et elle ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine car ses documents avaient été retenus. Et elle a contacté le syndicat et nous avons pu aider à un retour sûr dans son pays. Voici quelques exemples des conditions très hostiles que les travailleuses domestiques auxquelles elles doivent faire face tout au long du monde. Les gouvernements doivent aussi faire attention à la vérification d'antécédents et le ministère du Travail doit créer et générer une conscience des campagnes de soutien dans les agences de travail dans chaque pays qui peuvent aider les travailleuses domestiques qui souhaitent se déplacer au sein du CSME et travailler de différentes manières pour fournir des informations et de documentation sur le régime de libre circulation. En troisième lieu, nous devons guider les différents domaines et régions pour qu'on puisse obtenir des informations et sur les opportunités d'emploi dans leur pays d'origine ou leur nouveau pays d'habitation pour pouvoir mettre en place ce régime et obtenir les certifications nécessaires, obtenir des alliances avec les agences d'entreprise et rendre formel le travail des travailleurs tout au long des Caraïbes, garantir l'accès aux informations et fournir de l'aide légale à ces travailleurs domestiques qui ont migré, proposer de formation pour les officiers et chargés de l'immigration et cela est compris en tant que droit au sein du CARICOM conformément à l'article 46 du traité de Charaguamas qui cherche à protéger les membres du CARICOM et même si les travailleuses domestiques ont leur documentation pour travailler, souvent elles subissent des abus par les officiers d'immigration et tous les travailleurs doivent être traités de manière égale, avec dignité et respect, indépendamment de leur genre et de leur statut migratoire. Tous les pays de la région doivent bénéficier de ces régimes et les pays doivent pouvoir exercer leurs droits au sein du CARICOM. Il doit y avoir des changements très profonds pour pouvoir mettre en place les conventions de l'OIT 189 et 190. Les travailleuses doivent avoir ce droit de libre circulation et depuis 2009 et ça devrait être le cas et aujourd'hui, en 2020, ce n'est pas possible de se faire car le régime n'a pas été mis en place de manière complète. Par exemple, ce que nous devons faire est acquérir les certificats des capacités qui doivent, pour avoir une qualification dans les Caraïbes, et cela n'a pas été mis en place proprement. Donc, c'est le moment d'ouvrir les portes, pour ainsi dire, aux travailleuses domestiques pour que l'on puisse toutes marcher ensemble et avancer ensemble. Merci Nicolas pour cet ordre du jour des 10 points que nous allons partager dans le chat groupal. Nous partageons le lien comme cela a été prévu par la vice-présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de la Jamaïque, des travailleuses domestiques de la Jamaïque et dans d'autres États où les travailleuses migrantes existent. Nous avons aussi Rachel Seyege qui va parler sur le système Karala au Liban et dans la région du Golfe et au Moyen-Orient pour chercher les différences et les similitudes
avec l'ordre du jour des changements proposés que l'on vient d'entendre. Rachel, vous avez la parole. Vous m'entendez? Rachel au micro. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces temps que vous nous consacrez pour améliorer notre situation. J'aimerais parler sur le système Kahala. Il s'agit d'un système ou une loi de parrainage, N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est Roula qui est au micro. N'oubliez pas de parler dans le canal anglais, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais parler du système Kafala et ce qui est la réalité en vertu de ce système pour les travailleuses migrantes. Le système Kafala établit qu'en vertu des droits des travailleurs, apporter et décide à quel moment la travailleuse doit faire une pause et toutes les conditions de travail. Tout cela dans le cadre du système Kafala. Et ils contrôlent toute notre vie et ce que nous faisons, où nous allons, en commençant par notre arrivée à l'aéroport. Et puis, nous devons travailler et sous leur régulation, conformément à leur mandat. Par exemple, moi, je suis ici depuis 20 ans. Et pendant ces 20 ans, ces 20 dernières années, ils ont été en contrôle de ma vie. Ils ont contrôlé ma vie et j'aimerais avoir mes droits. Et la législation doit être inclusive pour toutes les travailleuses domestiques. Et nous ne souhaitons pas être vus et considérés en tant qu'objets. Nous travaillons en tant qu'esclaves au Liban dans le cadre du système Kafala de sponsoring ou parrainage. Tout en particulier, actuellement, lorsque il y a des changements au niveau international qui essayent d'être faits pour les travailleuses domestiques, dont nous souhaiterons inclure des changements dans notre législation. Mais les peuples du Liban n'acceptent pas cela et ont accepté ce système pendant 20 ans et rien n'a changé. En particulier maintenant, actuellement. Depuis 10 mois, nous traversons une crise économique et politique en raison de la COVID-19 et où des millions de travailleuses et domestiques au Liban n'ont pas de travail, n'ont pas de travail, n'ont pas de passeport, n'ont pas de nourriture et personne ne leur propose une aide, une assistance de n'importe quelle sorte. Et toutes les travailleuses migrantes souhaiteraient quitter le pays. Mais pour ce faire, ils sont en train de nous torturer. Notre propre gouvernement est en train de nous torturer. Il n'y a rien de légal pour donner un cadre à cette situation. Tout est illégal. Et en raison de cela, toutes les travailleuses domestiques sont ici prisonnières au Liban. Elles ne peuvent pas sortir.
ne peuvent pas quitter le Liban. Et dans le cas des travailleuses migrantes qui sont membres de la Fédération internationale et des mouvements anti-raciaux, nous n'avons pas de l'argent pour nous déplacer. Nous ne pouvons pas rentrer à nos pays d'origine. Nous travaillons et nous essayons de créer une conscience et faire et subir à nos besoins basiques et créer une conscience, comme j'ai déjà dit, sur notre situation, sur quelle est notre situation. Et beaucoup de personnes qui travaillent et de cette manière, dans ces conditions au Liban, font partie d'un mouvement de lutte antirraciale, antiraciste. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes. Il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses migrants au Liban et nous prions au gouvernement, tout en particulier au gouvernement du Liban, de nous aider et de nous donner un nouveau visa. Car les gouvernements ne nous regardent pas, ne voient pas ce qui nous arrive. Nous n'avons pas la possibilité de quitter le Liban. Et donc, je me pose la question suivante. Comment est-ce possible que le gouvernement du Liban permet ou propose de nouveaux visas pour les travailleuses domestiques? Cela est inacceptable. Pendant 3, 5, 6 ans, ils ont travaillé et ces travailleuses ont travaillé sans recevoir une rémunération. Comment est cela possible? En même temps, nous demandons au système, justement, au système de parrainage, 75% des personnes au Liban ne connaissent pas comment le système kafala fonctionne, ce système de parrainage. Voilà pourquoi nos droits sont atteints, nous font du mal. Donc, je vous prie de ne pas laisser nos enfants sans nourriture, sans logement. C'est cela qu'on demande. Ils nous traitent comme des animaux, en fait, comme si pire qu'à des chiens. Ils sont en train de nous dire qu'ils ne vont pas nous donner de l'argent, aucun fonds, et nous subissons un abus physique, émotionnel. Et il y a des travailleurs migrants qui meurent, décèdent tous les jours au Liban. Ils sont tous prisonniers au foyer de leurs employeurs et ils ne peuvent pas quitter ces foyers. Donc, on demande au gouvernement de nous aider et de faire une extension de nos visas. Beaucoup de travailleurs migrants n'ont pas d'argent pour se déplacer, n'ont pas d'argent pour louer un endroit où se loger. Et d'où pourrions-nous obtenir ces dollars, cet argent, ces dollars? En ce moment, pour nous déplacer, nous devrions pouvoir acheter des billets en dollars et nous n'avons pas cet argent. Et personne ne se met à notre place, personne ne ressent notre lutte, nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas d'argent. Et surtout, les enfants des travailleurs et travailleuses migrantes qui n'ont pas de la nourriture, qui n'ont pas de lait, qui n'ont pas de couches, qui n'ont rien. Donc, nous demandons au gouvernement du Liban de prendre en compte notre situation, de nous aider à résoudre cette situation tellement critique. Et nous prions à vous tous de nous aider pour pouvoir résoudre cette situation. J'aimerais également demander au gouvernement d'aider les femmes que tous les jours subissent le contagion et la maladie, qui sont exposées à la maladie, aux maladies.
si le gouvernement pouvait admettre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, d'assistance, cela serait très, très bien. Et je vous remercie énormément de votre temps et je vous prie de nous aider pour avoir une meilleure vie. Merci. Merci, c'est une situation vraiment révoltante de voir que tout cela se produit, toutes ces violences, tous ces abus en même temps. Les droits de l'homme sont destinés aux humains, pas seulement aux citoyens. Et toutes les femmes devraient être concernées par ces protections élémentaires des droits humains. Le système kafala existe dans différents pays et c'est la raison pour laquelle nous allons écouter notre prochaine oratrice, Maggie, qui va nous évoquer la situation au Qatar. Est-ce que des progrès ont été réalisés? Comment résistez-vous au système? Maggie, c'est à vous. Bonjour, bonsoir à tous. Concernant la problématique des migrants aujourd'hui, il nous faut rappeler d'où viennent ces personnes. Qui est un migrant? Un migrant est une personne qui va d'un pays d'origine jusqu'à un pays de destination pour différentes raisons. Au Kenya, les raisons du départ sont dues notamment à la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'opportunités économiques dans le pays au Kenya, et donc ces familles recherchent de meilleures opportunités de travail, de meilleures opportunités de formation également pour leur famille. Et elles sont prêtes à tout mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de vie. Le point suivant est la pauvreté des opportunités. Ça rejoint ce que je disais, comme travailleur domestique également dans le pays d'origine. Si elles pouvaient obtenir de bonnes opportunités de travail dans leur pays d'origine, elles n'auraient pas besoin de partir chercher de meilleures conditions à l'étranger. Alors, nous observons beaucoup de mères célibataires qui migrent pour subvenir aux besoins de leur famille. Certaines également échappent à la perspective d'un mariage forcé et très précoce. C'est le cas de nombreux migrants qui émigrent vers les pays du Golfe. Ces personnes partent vers les pays du Golfe, notamment le Qatar, parce que c'est plus facile en général de trouver des emplois dans ces régions que dans les pays européens notamment. Alors, toutes ces personnes cherchent de meilleures conditions de vie et de travail. C'est vraiment en fait le message qui est transmis par les agences qui les emploient, qui viennent à les trouver au Kenya. Et alors, la question qui se pose, c'est de savoir comment éduquer les personnes, justement, qui sont animées de cette volonté de migrer au Kenya, pour leur expliquer ce qu'il en est de la situation qui les attend dans le pays de destination, notamment dans les pays du Golfe. Et quelle est la meilleure personne pour leur fournir ce feedback en quelque sorte? Eh bien, ce sont les personnes qui ont déjà connu une expérience de travail domestique dans ces pays du Golfe. Alors, il y a eu de nombreux changements dans la législation dernièrement, notamment en 2020, la première est la loi qui détermine un salaire minimum national pour les travailleurs et les travailleurs domestiques, qui sera effectif en 2021. Il y a également une loi qui permet de mettre un terme, de résilier un contrat d'emploi en cas où la situation n'est pas satisfaisante. Et enfin, ceux qui ont donné aux travailleurs domestiques
la, une opportunité d'échapper à leur CAFIL dans le cas, encore une fois, où la situation n'est pas satisfaisante. Le système CAFALA, toutefois, existe toujours. Merci beaucoup. Merci Margaret, je reviendrai sans doute vers vous tout à l'heure et je voudrais d'abord donner la parole à Zainab. Zainab, si tu es toujours avec nous, je sais que tu as eu quelques petits problèmes de connexion. Oui, bonjour. Bonjour Zainab, est-ce que tu nous entends? Bonjour, je suis Zainab. Merci de me donner la parole. Je voudrais parler des raisons qui motivent les travailleuses domestiques à partir du Kenya. Le son est mauvais, excusez-moi. C'est l'interprète qui parle. J'ai moi-même travaillé comme travailleuse domestique pendant de nombreux mois. Je me suis rendue pour cela en Arabie Saoudite. Et j'ai dû attendre 2 ans pour obtenir un permis de retour. J'ai souffert de mauvais traitements, de violences, des violences dont ont fait l'objet également mes enfants. Et c'était très difficile pour moi de communiquer avec la famille que j'avais laissée chez moi. Je ne pouvais pas non plus demander d'aide. Et donc, j'ai vraiment eu je me suis vraiment sentie seule. J'ai eu le mal du pays. J'étais éloignée de ma famille, coupée des liens avec eux. Et donc, je sais que ma situation est partagée par de nombreuses personnes qui se trouvent seules dans un pays étranger, qui partent sans avoir aucun lien et qui laissent tout derrière eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir en aide à toutes ces personnes. Une fois que je suis rentrée dans mon pays, j'ai tenté de me mettre en contact avec différents rapatriés. Est-ce que vous pouvez approcher le microphone de votre bouche pour que nous puissions vous entendre un petit peu mieux? Oui, j'ai cherché à mettre en œuvre des processus qui puissent faciliter le retour des répatriés pour faciliter leur réintégration. Et j'ai pour cela échangé avec des collègues d'autres pays qui m'ont aidé sur cette voie. Et lorsque je suis rentrée, les problèmes que j'avais laissés au Kenya étaient toujours là. Donc, il me fallait toujours trouver de l'emploi. J'étais face aux mêmes défis qu'avant mon départ. Mais je refusais de me retrouver dans les mêmes conditions, d'être enchaînée à un employeur dans le pays de destination et d'être privée de ma liberté. Et par chance, donc j'ai pu échanger avec d'autres travailleuses domestiques qui étaient passées par les mêmes expériences que moi. Et c'est cette
collaboration, ces échanges qui m'ont ouvert les yeux. Donc, j'ai d'abord mis un terme. Moi, j'ai réussi à mettre un terme à mon contrat. C'est la raison pour laquelle j'ai pu rentrer chez moi. Et donc, je suis rentrée pendant mes vacances mais la fatigue était telle que je ne suis jamais retournée. Et donc, lorsque vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez à nouveau sans argent, sans emploi, face aux mêmes défis qu'avant votre départ. Donc, j'ai dû retourner en Arabie Saoudite. Et j'ai renouvelé l'expérience 3 fois. Merci pour cette présentation de la problématique des rapatriés au Kenya après une expérience de travail dans les pays du Moyen-Orient, notamment le Qatar. Il est important effectivement de partager les informations, de diffuser toutes ces informations au sein du Kenya notamment, mais également au sein des réseaux qui se mettent en place dans les pays du Moyen-Orient. Les travailleuses domestiques voyagent vers l'inconnu sans aucune information, bien souvent sur ce qui les attend. Et il convient donc de célébrer toutes ces personnes qui font des efforts pour s'unir, pour se syndicaliser et pour venir en aide, notamment avec le partage d'informations, venir en aide à toutes ces personnes qui cherchent soit à se lancer dans l'aventure ou soit revenir dans leur pays d'origine et pour, en l'occurrence, essayer d'éviter qu'elles se retrouvent à nouveau attrapées dans la même problématique qu'avant leur départ. Alors, toutefois, les frontières ne sont pas les seuls obstacles à l'organisation et l'union des travailleurs domestiques. Outre les frontières, il y a des obstacles liés à la réglementation qui bien souvent est une entrave à cette organisation des travailleurs. Je vais d'ailleurs pour cela donner la parole à Adriana qui va ouvrir le panel numéro 2 et qui va évoquer ces stratégies des travailleurs domestiques migrants pour trouver leur place dans des secteurs et dans des mouvements. Alors, je vais parler en espagnol, donc veuillez vous placer sur le canal d'interprétation anglais pour que vous puissiez tous m'entendre. Nous allons donc parler en espagnol. Merci beaucoup à toutes les collègues du premier panel. Et le deuxième panel consiste à créer des espaces entre secteurs et mouvements, c'est-à-dire les stratégies mises en place par les travailleuses domestiques migrantes. La résistance des travailleuses migrantes est façonnée par la géographie, car elles essayent de se faire des espaces donc, au sein des différents secteurs et mouvements. Elles créent des réseaux au travers des différents pays. Elle défie pour cela les règles et les frontières d'immigration souvent hostiles et cherche à réimaginer une économie du soin qui soit mutuelle, un soin mutuel, visible et valorisé. Elles unissent leur lutte pour une justice raciale, féministe, indigène et professionnelle. Ce panel met le pouvoir face à la vérité et jette la lumière sur les multiples batailles menées par les travailleuses domestiques migrantes dans le monde entier. Que peut-on apprendre de leurs expériences? C'est ce que nous allons voir. J'ai l'honneur pour cela de présenter un panel de lutteuses issues du monde entier. Nous avons d'abord des collègues d'Asie avec Sheila Estrada.
Sheila Estrada est issue des Philippines, mais elle travaille et s'organise à Hong Kong. Nous avons également Wendy Galarza. Elle est originaire de l'Équateur, mais elle travaille et milite en Italie, dans le syndicat Filcam. Nous avons également avec nous Diana Solis de Garcia, originaire de Bolivie, mais elle vit et organise un réseau au Brésil, à Sao Paulo. Elle est directrice du secrétariat des migrants indigènes et des syndicats de travailleuses domestiques de San Pablo. Elle est directrice également de la Fédération nationale des travailleuses du Brésil et également secrétaire de l'organisation de l'Amérique latine. Nous avons également notre collègue des États-Unis, Aijin Poum, elle est directrice de l'Alliance nationale des travailleuses domestiques des États-Unis. Voilà nos 4 panélistes. Nous leur donnons un applaudissement virtuel de bienvenue. Mais nous voudrions commencer sans plus attendre par une musique, une chanson. C'est une initiative de notre collègue Diana. Elle veut faire un hommage aux travailleuses domestiques qui sont décédées pendant la pandémie. Et Diana a de nombreuses collègues qui sont décédées et même si nous ne connaissons pas le nombre exact de travailleuses domestiques qui sont décédées pendant la pandémie, nous savons, nous tous qui sommes en première ligne, nous les connaissons. Nous savons qui elles sont, nous en connaissons. Et donc, je vous invite j'invite l'équipe technique à mettre cette chanson, à diffuser cette chanson, et j'invite Diana à prendre le micro parce qu'elle va nous chanter elle-même cette chanson en hommage à toutes nos compagnes perdues pendant cette pandémie. Diana au micro. Merci Diana. Donc, nous allons entendre que la musique commence. Dans les événements virtuels comme celui-ci, la technologie est toujours un défi. Donc, nous allons attendre, patienter quelques minutes, quelques instants, et nous allons continuer. Nous n'entendons pas la musique encore. Nous allons réessayer. Notre collègue Roula nous aide, est en train de nous aider. J'entends des instructions. Roula, des indications, comment devons-nous procéder? Merci de ton aide. L'audio était allumé, donc j'essaie. Roula au micro, j'essaie de voir comment nous pouvons faire en sorte que tout le monde puisse entendre la chanson. Elle est bizarre, la vie des fois.
C'était mon tour de devoir partir. Quand je m'y attendais le moins. Quand je t'ai vu sourire. Vainqueur d'un millier de batailles. Un vrai guerrier. Un excellent être humain. À vous, je tire mon chapeau. Et aujourd'hui, j'élève ma voix, même si je n'ai pas la force. Aujourd'hui, j'élève la voix, même si je n'ai pas des mots. Aujourd'hui, j'élève la voix vers les vents pour faire connaître mes sentiments. Et aujourd'hui, j'élève la voix, même si je n'ai pas la force, même si je n'ai pas de mots. Aujourd'hui, j'élève ma voix pour faire connaître mes sentiments. Votre belle âme se repose aujourd'hui en paix. Mais votre mémoire ne s'effacera jamais de ma vie. Aujourd'hui, j'élève ma voix, même si je n'ai pas la force, même si je n'ai pas de mots. Et aujourd'hui, j'élève ma voix pour faire connaître et partager mes sentiments. Aujourd'hui, j'élève ma voix, même si je n'ai pas la force. Et aujourd'hui, j'élève ma voix, même si je n'ai pas de mots. Merci, merci beaucoup, Diana. Cela a été très, très beau et vous apportez toujours ces côtés humains dans nos événements de migration. Et je partage avec vous ces sentiments par tout ce que nous avons perdu dans ces contextes. Mes collègues me demandent de m'exprimer en anglais car il y a un petit souci technique avec les canaux d'interprétation. Donc, je vais décrire très brièvement le deuxième panel que nous avons préparé aujourd'hui et que j'ai l'honneur de présenter. Le panel qui va aborder la création d'espaces dans les différents secteurs et mouvements à travers les stratégies des travailleurs domestiques migrants. C'est-à-dire, ça n'a pas seulement à voir avec la géographie, mais les espaces au sein des secteurs et des mouvements dans les différents secteurs nationaux et internationaux, et aussi lorsque les travailleuses portent des soins et créent des alliances avec leurs collègues et sœurs avec lesquelles elles partagent les différentes luttes racistes, féministes, aborigènes et leur justice au sein du travail. Donc, elles vont nous partager leurs expériences, leurs luttes pour que nous puissions apprendre de leurs expériences. Justement, j'aimerais présenter nos sœurs et nous allons commencer avec notre chanteuse Diana Solis, qui est originaire de la Bolivie, mais qui habite et qui organise différents mouvements à Sao Paulo. Elle est la fondatrice des mouvements des aborigènes
au syndicat des travailleuses domestiques à São Paulo. Elle fait partie également de l'organisation internationale au Brésil, de l'organisation migrante qui s'appelle Présence pour l'Amérique latine. Diana, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était approprié de chanter cette chanson, même si je ne suis pas une chanteuse, mais pour rendre hommage à tous nos collègues qui sont décédés. Il y a beaucoup de tristesse à cause de cette situation. J'ai voulu rendre ce petit hommage. Donc, comme je dis, pour celles qui nous ont quittés et aussi pour toutes les migrantes qui n'ont pas pu retourner dans leur pays et que j'en suis sûre qu'auraient voulu être à côté de leurs êtres chers, mais cela n'a pas été possible. J'en suis sûre que nous allons surmonter ces moments difficiles. J'avais 24 ans lorsque j'ai quitté la Bolivie et je suis la directrice des travailleuses domestiques dans le département des migrants de la municipalité de São Paulo et je représente l'Amérique latine. Je vais essayer de m'exprimer en espagnol, mais c'est vrai que j'ai un petit peu d'interférence du portugais. Après plusieurs années de travailler à côté de travailleuses migrantes, nous travaillons au début avec très peu d'elles et puis nous avions incorporé les travailleurs migrants au syndicat qui étaient dans des situations de vulnérabilité. Je me souviens d'un exemple d'une dame qui n'avait pas de moment de repos au sein de son travail et qu'elle devait même manger par terre parce qu'elle n'était pas digne de participer au repas à table. Et nous n'y revenions pas. Comment est-ce possible de traiter un être humain comme ça? Et il faut traiter un être humain comme un être humain, bien sûr. Donc, nous avons contacté le département, le secteur légal et des migrants qui nous a confirmé que les migrants ont tous les droits comme n'importe quel citoyen brésilien. Et les travailleuses domestiques, nous avons également effectivement tous les droits, car une travailleuse domestique migrante fait son travail comme n'importe quel autre. Et l'objectif est de réunir toutes les travailleuses qui sont dans la même situation, indépendamment de leur couleur de peau. Les syndicats est là pour toutes les travailleuses domestiques. Nous ne faisons aucune différence. Et les travailleuses domestiques sont celles qui souffrent le plus, car parfois, elles n'ont pas de logement, elles ne sont pas dans leur pays, elles logent chez leurs employeurs. Parfois, elles n'ont pas un endroit digne où dormir, elles ne peuvent pas sortir.
Donc, elles sont dans une situation de vulnérabilité totale, dans une situation très, très difficile. Et nous, au sein du syndicat, nous essayons justement de les aider. Et mon devoir, mon obligation est de continuer de travailler à leur côté pour voir comment elles vont. Et nous devons continuer de travailler à leur côté. Moi, je les appelle, elles m'appellent. J'essaye de faire un suivi de leur situation. Je travaille pour elles. Et je n'aimerais pas qu'elles subissent ce que moi, j'ai dû subir. C'était vraiment très dur et très triste. J'ai eu l'aide d'une de nos collègues de son orientation. Elle était comme un psy pour moi, en quelque sorte. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a été comme un membre de la famille. Nous sommes comme ça. Nous devons prendre leur situation en compte. Et nous devons aussi prendre en compte leur situation familiale dans leur pays d'origine, car beaucoup d'entre elles travaillent pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille d'origine. Et voilà pourquoi parfois, des fois, la travailleuse domestique est malade et leur famille d'origine ne le sait pas. Nous subissons cette douleur seuls. Nos familles pensent que nous allons très bien, mais à vrai dire, beaucoup d'entre nous subissons une situation très, très dure. Nous n'avons pas même un petit savon pour nous laver, pas de nourriture, rien du tout. Et parfois, il y en a qui en profitent de cette situation, de notre situation de migrante. Et les migrants ont leurs droits humains. Et dans le cadre du travail, il y a des droits qui les protègent. Et il faut être conscient de cela et être au courant de comment euh, nos droits nous protègent, justement. Et le syndicat est le seul syndicat au Brésil, notre syndicat, qui a un groupe de travailleuses migrantes. Et nous avons la première aborigène syndicalisée, c'est moi. Et nous en avons d'autres maintenant également. Donc, je demande aux autres institutions de créer leur propre syndicat pour aider les migrantes. Cela est très important. Prendre en compte que les travailleuses migrantes ont besoin d'un soutien. Et il y a plusieurs institutions qui font référence à cela. Donc, je remercie à toutes les institutions qui aident les travailleuses migrantes, mais à vrai dire, personne ne parle vraiment des travailleuses domestiques migrantes. Elles sont invisibles, pour ainsi dire. Personne ne parle de cela, comme si elles n'existaient pas. Donc, aux travailleuses domestiques migrantes brésiliennes, elles ne doivent pas croire qu'elles sont toutes seules.
Nous devons travailler ensemble avec nos collègues, avec nos partenaires. Et il ne faut pas oublier cela. Nous devons travailler ensemble comme une famille. Diana, nous avons qu'une minute pour clore votre intervention. Diana au micro. Oui, je vais essayer de parler de l'Office du procureur qui est du cas d'une travailleuse domestique qui souhaitait s'échapper ou qui a dû s'échapper pour pouvoir exercer ses droits. Et nous avons eu également un cas où une fonctionnaire du consulat qui avait une travailleuse migrante qui travaillait dans des conditions d'esclave. Et comme cela a été à Sao Paulo, il n'y a pas eu beaucoup à faire. Nous avions une petite qui était originaire des Philippines et qui vivait comme une esclave. Elle n'avait aucun droit. Donc, elle a pu repartir à son pays d'origine où elle a eu tous ses droits. Et elle a appris quels étaient ses droits. Et l'Office des procureurs font un très bon travail pour créer cette conscience et pour informer. Merci beaucoup. Merci, je suis sûre qu'il y aura d'autres opportunités de présenter ces différents cas. Merci infiniment, Diana, d'avoir partagé avec nous cette situation des travailleuses domestiques à San Pablo, qui est effectivement terrible. Je sais que vous êtes un syndicat qui a un département de migrants en plus du secrétariat international. Vous avez choisi d'avoir un département spécial pour les migrants pour répondre aux différents types de crises auxquelles vous faites, que vous observez au quotidien. Et donc, vous avez choisi de venir en aide précisément aux problématiques de ces travailleuses migrantes. Je crois que vous essayez de ramener de l'humanité au sein de la communauté des travailleuses domestiques. L'importance de mettre en contact également ces travailleuses domestiques avec leurs familles. Justement, comme bien souvent, elles n'ont pas de contact avec les familles, vous êtes en quelque sorte leur famille dans le lieu de destination. Donc, merci infiniment pour l'aide que vous apportez au quotidien à ces personnes vulnérables. Nous allons maintenant écouter Sheila Estrada. Elle est originaire des Philippines, mais elle travaille à Hong Kong. Elle est la directrice et fondatrice du réseau qui vient en aide aux travailleuses domestiques migrantes aux Philippines. Et elle va nous parler de son expérience de la création d'une communauté transnationale pour venir en aide aux migrants, donc, mais également pour faire pression sur leur gouvernement. Les gouvernements des différents pays de destination. Merci beaucoup, Sheila, au micro. Merci, bonjour à tous. Merci à l'IDWF pour l'organisation de ce webinaire. C'est un excellent événement pour nous tous, pour partager nos expériences. Donc, je suis Sheila Estrada, je suis philippine, je suis basée à Hong Kong. J'ai travaillé ici comme travailleuse domestique, je le fais toujours, et j'ai créé donc cette union progressiste des travailleuses domestiques. Donc, nous travaillons aux Philippines et c'est un centre syndical progressiste qui vient en aide aux travailleuses domestiques. Alors, pourquoi nous avons mis en place ce type de réseau transnational pour venir en aide aux travailleuses domestiques dans le monde entier? Je vais essayer de vous le présenter. En 2004, nous avons essayé d'organiser un mouvement de travailleuses domestiques philippines
Philippines ici. Et après des années d'apprentissage, en essayant de faire avec différentes tentatives et erreurs, nous avons mis en place ce réseau progressiste, syndicat progressiste. Donc, c'était vraiment les tout début de cette tentative de syndicalisation et d'union des travailleuses domestiques. Et depuis le début, nous avons cherché à offrir un support politique et organisationnel. Depuis, nous avons mené des opérations de sensibilisation auprès des travailleuses domestiques, non seulement philippines, mais également d'autres nationalités, sensibilisation à leurs droits. Nous croyons en effet qu'il n'y a pas de limite, pas de limite de frontières, donc nous devons venir en aide à tous et toutes, et quelle que soit leur nationalité. Alors, nous travaillons notamment pour mettre en garde contre les agences d'emploi qui exploitent bien souvent les travailleuses, qui confisquent les documents, qui offrent des salaires très, très bas, très misérables. Et les travailleuses migrantes, bien souvent, se retrouvent les victimes de ce type de discrimination, d'exploitation, et nous cherchons à les mettre en garde. Nous mettons en œuvre des campagnes pour également pour prouver au gouvernement qu'il existe une exploitation en cours ici à Hong Kong. Et pour la première fois de l'histoire à Hong Kong, nous avons réussi à modifier les lois existantes pour augmenter la pénalité de ceux qui commettent des abus, des violences contre les travailleuses domestiques. Nous nous sommes concentrés sur le problème des agences d'emploi, certes, mais nous avons également organisé des différentes consultations sur l'augmentation des salaires, sur les pensions diverses, et nous cherchons maintenant à faire des campagnes pour améliorer la protection sociale des travailleuses domestiques migrantes. Nous savons que nous sommes tous des travailleuses et nous avons besoin d'une protection sociale adaptée. Nous souhaitons donc lutter pour une égalité de traitement pour tous. Et donc, nous œuvrons à la création d'un réseau transnational pour la défense des travailleuses sociales et domestiques. Nous avons ouvert des branches à Manao, aux Philippines, au cours des différentes années. Nos agences ont été enregistrées légalement par les ambassades. Et à Manao, la même chose. Donc, c'est vraiment une grande initiative et de grande réussite pour nous parce que c'est pour nous une reconnaissance qui vient des différents gouvernements des pays de destination. Nous avons obtenu cette reconnaissance et ça, c'est vraiment très important. En 2018, nous avons commencé la coordination également au Koweït, en Jordanie, avec le soutien de l'IDWF, mais également le soutien d'autres ONG, celle qui s'appelle LEARN, aux Philippines, avec le soutien également d'ONG en Allemagne. Et nous avons essayé de former les leaders en Philippines. Cela a été un succès. Nous avons réussi à former à nouveau de nouveaux groupes. Et pendant ce temps, le flux de migration a continué, la migration vers ces pays de destination, ce qui nous encourage encore et toujours à continuer notre lutte pour leur venir en aide. Nous avons mis l'accent sur des programmes d'éducation, sur la formation des leaders, sur la défense de salaires décents et sur la défense de nos droits auprès des gouvernements. Au Koweït, nous
Nous avons également formé une association et nous avons été enregistrés formellement. En 2019, une conférence internationale a été organisée pour rassembler ces différents leaders des différents pays, de l'USA, de l'Italie, Canada, Jordanie, Koweït, Taïwan, Singapour, Kuala Lumpur, Macao et Singapour, pour commencer et renforcer cette union internationale. Ça a été un véritable succès car c'est cet accord international qui a été atteint permet d'unir notre voix et de la rendre plus forte. Et je crois que nous allons continuer à organiser ce genre d'événement. Alors bien sûr, cette année, ce n'était pas possible à cause de la pandémie, mais nous souhaitons poursuivre nos efforts sur cette voie parce que nous croyons en tous ces groupes. Nous avons, à Manille l'année dernière, nous avons compris que nous sommes de plus en plus nombreux et que nous sommes unis. Et je crois que si nous pouvons faire beaucoup d'activités de plaidoyer, de lobby, si nous restons unis. Et nous pouvons faire beaucoup pour les plus vulnérables, notamment les travailleurs domestiques. L'éducation mise en place par ces groupes prend la forme de programmes de formation, d'entraînement pour donc sensibiliser les travailleuses domestiques à leurs droits. Et nous mettons à profit également différents échanges entre les différents groupes pour promouvoir les échanges et les apprentissages mutuels. Alors, nous avons maintenu nos activités cette année. Nous l'avons organisé par Zoom. Mais en Philippines, nous avons cherché à organiser un meeting présentiel pour échanger nos informations. Alors, nous savons que c'est difficile pour nous tous de mener à bien cette lutte parce que nous avons tous des agendas très chargés. Nous avons un travail à temps complet en parallèle et tout ce travail au sein des syndicats est bien sûr bénévole. Mais c'est un honneur pour nous de participer à ce mouvement et nous tenons véritablement à remercier tous ceux qui donnent leur énergie et leur temps au service de cette cause. Et nous sommes très heureux d'observer que notre organisation, notre réseau est de plus en plus fort et nous souhaitons continuer encore une fois sur cette voie. Sheila, je crois qu'il va falloir résumer, conclure. Bien, parfait. Je voulais juste simplement dire que nous allons poursuivre nos efforts pour avoir une fédération toujours plus forte et pour œuvrer à une société plus juste, dépourvue de toute discrimination et exploitation. Mais notre dernier objectif sera toujours concernant ces groupes, nous souhaitons les rendre des filiales de l'IDWF. Voilà, c'est notre objectif ultime. Merci, merci à tous. Merci infiniment, Sheila. Nous vous applaudissons pour cette présentation et pour votre formidable travail. C'est très inspirant et c'est formidable de voir cette capacité, cet engagement et ces résultats obtenus dans la construction de syndicats transnationaux Singapour, Jordanie, Koweït. C'est véritablement impressionnant. Et c'est une inspiration pour nous tous dans les autres régions du monde. Merci d'avoir partagé votre expérience, d'avoir partagé votre façon de mener des luttes, mener des activités de plaidoyer pour faire avancer les choses au niveau politique pour la justice des travailleurs migrants. Nous allons maintenant donner la parole à notre prochaine oratrice, Wendy Galarza. Elle travaille en Italie actuellement, mais elle est originaire d'Équateur et elle va nous parler des frontières et du défi qu'elle représente, comment les travailleuses domestiques luttent contre ces frontières et comment
quelle est leur situation depuis la pandémie de la Covid? Bonjour, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de parler avec vous tous dans cette journée très importante, si importante pour les migrantes, pour les travailleuses migrantes. Comment lutte-t-on pour éliminer les frontières et les barrières au niveau national et international lorsque l'on est une travailleuse migrante? Lorsque l'on est une travailleuse domestique migrante, eh bien, en premier lieu, les barrières sont éliminées et on lutte contre ces barrières avec unité. Grâce à l'unité que le secteur du travail domestique a réussi à mettre en œuvre. Cette unité est très forte, sans doute parce que nous sommes des femmes ou parce que nous avons une sensibilité plus élevée, peut-être également, comparée à nos homologues masculins. Mais quoi qu'il en soit, les femmes s'unissent pour obtenir des droits et pour obtenir une valeur ajoutée, en quelque sorte. Et je voudrais partager avec vous ce que nous avons réussi à faire en Europe. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais partager 4 exemples qui, pour moi, sont des exemples très révélateurs, très importants et qui méritent d'être mentionnés et connus de tous. Alors, je vais parler des stratégies que les travailleuses domestiques migrantes ont mises en place à moyen et long terme, avant et pendant la pandémie de Covid que nous traversons. Je commence par les collègues d'Hollande qui en grand pourcentage viennent d'Amérique latine ou des Philippines. Je parlerai notamment de l'exemple des collègues du Philippines qui se sont organisés dans un fonds pour avoir des ressources économiques, pour se les diviser, se les répartir entre les différentes collègues travailleuses domestiques migrantes dans les périodes les plus difficiles du confinement et pour pouvoir partager des médicaments et de la nourriture, des vivres. Ensuite, j'évoquerai l'exemple d'une lutte à long terme des collègues d'Espagne. C'est un collectif de femmes très autonomes et résilientes qui, depuis 2014, se sont organisées comme donc, collectif au travers de l'Espagne, des femmes de langue espagnole ou non, des femmes migrantes, réfugiées, pour acquérir des droits avec une lutte systématique et organisée à long terme pour demander au gouvernement et au roi espagnol qu'il modifie la loi pour empêcher les travailleuses domestiques, les travailleuses au foyer, pour qu'elles aient accès aux jours de repos et qu'elles soient protégées par une convention nationale et qu'elles puissent défendre leurs droits et y avoir accès. Alors, j'ai eu le plaisir de les rencontrer et je sais que c'est un groupe de femmes véritablement autonomes et très fortes et résilientes et j'espère que nous allons multiplier encore une fois nos rapports avec elles. Je passe ensuite aux collègues d'Angleterre de The Voice. Ce sont des collègues du Moyen-Orient, d'Asie-Pacifique notamment. Il y en a également d'Amérique latine, d'Afrique. Et alors, elles ont mis en œuvre une campagne à long terme qui demande au gouvernement d'Angleterre de revoir le système de visa qui était en œuvre depuis 2012. Un système de visa très bien organisé qui permet qu'un travailleur migrant arrive en Angleterre et ait des droits immédiatement.
Parce qu'avec les traités qui ont fait que entamé par l'Angleterre pour quitter l'européenne. En fait, c'est cette loi qui permettait d'offrir davantage de droits aux travailleurs a été abandonnée. Et donc, la question qui se pose, c'est que l'Angleterre, quand elle sortira de l'Union européenne, cela va laisser dans une situation de grande vulnérabilité nos collègues. Donc, celles-ci se sont organisées pour défendre leurs droits. Alors, ce sont surtout les femmes qui travaillent à l'intérieur des foyers, qui ne sortent pas le soir. Alors, ce sont des personnes qui ont été particulièrement vulnérables pendant la pandémie de Covid et elles se sont organisées pour utiliser notamment les différentes plateformes à leur disposition. Et elles se sont apportées, elles se sont échangées des recettes, elles ont échangé les échanges entre eux, elles se sont offert un soutien économique et psychologique surtout, un soutien émotionnel et affectif très très important et cela a contribué à ce qu'elles conservent leur bonne santé physique et mentale. Et moi-même, donc j'ai quitté mon pays d'origine et je travaille ici en Italie. Et ici, nous avons, vous avez peut-être entendu parler de ce cas, surtout si vous m'avez déjà entendu parler. Alors, la situation est désastreuse au niveau international, mais nous, ici en Italie, je peux dire que nous avons une situation à peu près privilégiée. Et donc, les organisations syndicales, et notamment celles que je représente aujourd'hui, nous sommes adressés directement au gouvernement pour que les travailleuses pendant la pandémie, notamment ceux qui sont les employés domestiques à l'intérieur des foyers, nous avons demandé à ce qu'elles aient une bourse pour payer pour subvenir à leurs besoins élémentaires lorsqu'elles ne travaillaient plus. Le gouvernement a accepté les demandes des organisations syndicales et nos travailleuses ont reçu ce qu'on appelle un bonus de 1 000 € divisé en 12 mois. Donc, bien sûr, ça n'a pas couvert toutes les dépenses, mais ça a permis de couvrir une partie des dépenses. Donc, ça, c'est important sur le long terme et ça a contribué également à faire avancer nos autres luttes qui est notre priorité, à savoir la régularisation de leur situation. Nous avons également réussi cela et cela a facilité également l'obtention de la nouvelle Convention internationale des travailleuses domestiques avec des droits, notamment à la clé. Et nous avons obtenu également d'autres choses qui étaient bloquées pour différents motifs. Alors, qu'avons-nous effectué d'autre? Eh bien, comme vous le savez, nous parlons tous la même langue dans le monde entier. C'est la langue des droits. Nous réclamons des droits et nous voulons abattre les murs et les obstacles. Nous demandons dans le monde entier un travail sûr. Nous voulons avoir un accès aux soins, à la protection sociale. Et nous... Pardon, le son s'est coupé. C'est l'interprète qui parle. Je crois que la connexion de Wendy a été interrompue. Wendy, on ne peut pas vous entendre. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être que vous pourriez éteindre votre caméra pour voir si cela résout la situation. Ok. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je crois que... Adèle, un micro, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci Fiche pour ces commentaires. J'étais en train de dire que cela est très habituel dans les séminaires web. Donc, on souhaite remercier Wendy pour partager ces systèmes et ces exemples aux Pays-Bas, en Angleterre
en Italie et aussi la difficulté des travailleuses domestiques de pouvoir se fournir des médicaments, d'aliments et tout cela est lié aux stratégies des migrations et surtout avec la participation des États dans ces situations qui sont tellement complexes dans ce contexte de la COVID, surtout en Italie. On espère que Wendy pourra se reconnecter avec une connexion plus stable. On va passer à notre dernière intervenante. Nous souhaiterons remercier notre collègue des États-Unis, qui est la directrice exécutive de l'Alliance nationale des travailleuses domestiques des États-Unis et qui réunit différentes organisations de travailleuses domestiques partout dans les États-Unis et nous souhaiterons rappeler les collègues des États-Unis et de partout dans le monde que les travailleuses domestiques ne peuvent pas créer un syndicat aux États-Unis, mais cela n'est pas un obstacle pour elles. Elles ont créé une alliance très, très puissante avec des travailleuses domestiques migrantes qui ont organisé des campagnes très puissantes et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et merci beaucoup. Merci. Je vous souhaiterais aussi vous souhaiter un joyeux jour des immigrants. Je suis fière d'être ici aujourd'hui et c'est un honneur pour moi de d'être parmi des collègues qui organisent des activités tellement puissantes, des initiatives tellement puissantes. Et nous souhaiterons aussi partager toutes nos initiatives dans le cadre de la démocratie et de notre économie. Et je tiens à remercier nos leaders qui nous représentent tellement bien. Karine et d'autres, je souhaiterais honorer ces travailleuses qui doivent faire face à cette crise avec tellement de courage. Nous avons plus de 70 organisations affiliées et chapitres et une communauté de plus de 800 travailleuses domestiques aux États-Unis et notre force de travail est essentielle, comme c'est le cas des travailleuses domestiques partout dans le monde. Et malgré cela, nous avons été exclus systématiquement des protections. Voilà, et c'est le cas des travailleuses domestiques sans documents, indocumentées, qui luttent pour faire valoir leurs droits, surtout et dans un pays où il y a un mouvement anti-migratoire, anti-étranger. Et les travailleuses domestiques sont dans la première ligne de cette crise en termes de pertes des vies, des décès et aussi des pertes des revenus. La plupart des travailleuses domestiques aux États-Unis ont été et sont encore des migrantes, des femmes de couleur, et la plupart sont indocumentées. Nous sommes le secteur de l'économie avec la plus grande concentration des travailleurs indocumentés et en comparaison avec les autres secteurs. Et cette force de travail est en train de subir la pire crise de toute l'histoire et ne reçoit pas d'aide de la part du gouvernement et doit avoir ressort à d'autres institutions pour avoir des aides et de l'assistance. Dans notre cas, il s'agit des femmes de couleur, et notre travail est essentiel pour pouvoir créer un changement. Et nous aimerions nous concentrer à avoir un mouvement plus proche de la justice et nous avons travaillé côte à côte de ceux qui ont survécu à des cas d'abus, entre autres. Nous avons concentré des efforts aussi pour protéger les migrants des couleurs dans tous les États des États-Unis pour qu'elles puissent comprendre le pouvoir qu'ils ont en tant que euh, ceux qui peuvent émettre des votes lors des votations, comme les cas et les campagnes présidentielles
de Donald Trump. Nous faisons partie de différents mouvements, comme celui de Black Lives Matters, et nous faisons partie des programmes qui prennent soin de nos communautés. Et les travailleuses qui sont dans des situations difficiles, comme les travailleuses des couleurs, qui s'organisent aux États-Unis. Et dans le contexte de la COVID, nous travaillons avec des organisations syndicalisées et non syndicalisées pour avoir une charte de droits pour que le monde perçoive les travailleuses domestiques comme des personnes qui ont des droits et qu'ils puissent avoir une place dans la discussion avec le gouvernement et ceux qui prennent des décisions sur comment aborder la crise dans le contexte du COVID. Tout cela est dans l'ADN de dans le tissu de notre mouvement parce que nous voyons les travailleuses domestiques comme des êtres humains complets et qui doivent remplir différents rôles, mères, travailleuses, etc. Et ce mouvement a commencé dans les années 70 quand Dorothy Wilder a réuni les unions de travailleuses pour faire valoir ses droits et pour qu'elle puisse faire partie de mouvements aux États-Unis. Nous travaillons dans tous les secteurs pour pouvoir raconter ces histoires et ce que nous luttons, ce n'est pas seulement pour les droits des travailleurs, mais c'est notre entité en tant qu'être humain et le droit de vivre des vies pleines, puissantes, et en tant que soutien de notre famille, de nos familles et membres de nos communautés et de notre société. Et les travailleuses domestiques aux États-Unis sont en train de subir d'une manière sans précédent. 40% n'ont pas de travail et pour ceux qui travaillent, leurs salaires ont été très réduits et elles devraient avoir des moyens de transport plus sûrs, pouvoir être testées pour le COVID et elles sont en train de recevoir des salaires très bas alors qu'elles ont leurs enfants à leur charge. Donc, je tiens à souligner l'effort de ces travailleuses domestiques et les travailleuses domestiques migrantes noires ont dû faire face à plusieurs crises, subir des violences, la persécution de la police, la violence des politiques des migrations qui ont rendu prisonniers les gens pendant beaucoup d'années et le manque de protection égalitaire en tant que travailleurs. Et en même temps, nous avons beaucoup d'espoir parce que nous sommes unis et nous sommes en train de nous organiser. Et nombre des membres a grandi dans le cadre de cette crise avec ce nouveau gouvernement et les nouveaux euh, gouvernements et le nouveau secrétaire d'État qui fait valoir nos droits. Nous avons de nouveaux alliés dans le Congrès comme Lekina Williams qui a été élu dans le Congrès des États-Unis et nous croyons que nous pouvons continuer de construire notre mouvement, le pouvoir de tous les mouvements auxquels nous sommes liés et qu'à travers ces pouvoirs, le changement est devant nous à l'horizon et que nous allons pouvoir atteindre les objectifs pour lesquels nous avons lutté pendant toutes ces années. Et nous sommes ravis de faire partie de la famille de la Fédération internationale des travailleurs domestiques et d'avoir le soutien de leur politique et leur culture. Et nous souhaitons vous remercier pour tout cela. Merci, merci Jean. Et Jean, pour finir avec ces mots pleins d'inspiration, et il est vrai que les États-Unis a beaucoup subi pendant le gouvernement de M. Trump. Et,
l'inspiration provenait de nos travailleuses domestiques aux États-Unis. Et je crois qu'il y a un petit souci technique avec l'interprétation en espagnol. On va vérifier que le canal en espagnol fonctionne correctement. Et j'aimerais poser la question suivante. Qu'avons-nous appris? Nous avons appris que nous devons nous organiser avec notre âme, avec nos cœurs. Et c'est le point le plus important. Nous voyons le point numéro un de l'ordre du jour quand nous avons entendu parler les travailleuses migrantes du Brésil, l'organisation qui a lieu en Asie, la région MENA, la création d'un ordre du jour concret pour la poursuite de la justice sociale des femmes et les politiques migratoires partout dans le monde. Nous avons entendu des histoires pleines d'inspiration, des cas spécifiques de l'Europe et des différents pays qui travaillent d'une manière très créative et qui construisent, qui bâtissent cette résilience face au gouvernement et qui vont de l'avant et qui concentrent leurs efforts pour que les États puissent travailler dans cette direction et créer une conscience de ces politiques. Et aux Amériques, aux États-Unis, pour participer dans la création de cet ordre de jour multisectoriel qui donne de l'unité face à la crise migratoire et à la crise sanitaire existante. Et je pense que nous avons beaucoup d'inspiration, comme Aging a dit. Nous avons plus d'activités, plus de membres actifs et qui ont commencé à faire partie lors du contexte de la pandémie. Je pense que cette crise sanitaire nous a rendus plus forts et voilà pourquoi je tiens à inviter notre secrétaire général, Elisabeth Tang, qui a travaillé sans cesse pour faire face aux conséquences de la COVID et nous devons réfléchir à ce que la fédération peut faire pour aider les membres de notre association et pour nous rendre plus forts. Elisabeth, vous avez la parole. Elisabeth au micro. Merci, merci beaucoup, Adriana, pour ces mots si si chaleureux. J'ai entendu avec beaucoup d'attention tous ces discours et lorsque je vous entends parler et quand je vois les prénoms de toutes celles qui ont été avec nous, participé pendant ces 2 heures de cet atelier, la plupart d'entre vous sont des membres de partout dans le monde, de la Jamaïque, de la Malaisie, de l'Indonésie, de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique latine, tous les pays membres. Et je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous que nous pouvons être là où nous en sommes aujourd'hui avec la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Lorsque nous avons commencé, les organisations étaient très, très peu nombreuses et les syndicats qui les représentaient étaient vraiment très peu nombreux. Mais aujourd'hui, il y a eu un changement très positif. Les travailleuses domestiques migrantes sont de plus en plus fortes, leur voix est de plus en plus entendue et elles sont de plus en plus visibles, non seulement pour la fédération, mais aussi partout dans le monde. La semaine dernière, j'ai participé à un séminaire web avec des organisations de l'Europe et c'était avec plaisir que j'ai pu entendre ils ont parlé énormément des travailleuses domestiques migrantes sans documents. Aux États-Unis, en Europe, petit à petit, elles deviennent de plus en plus visibles et les gens les reconnaissent également car leurs apports sont excellents. Donc, leurs contributions sont très importantes. Donc, aujourd'hui, j'ai appris énormément, énormément de choses et j'en suis sûre que cela va être le début et ça va nous encourager
au sein de la Fédération internationale des travailleurs domestiques pour aller de l'avant, pour passer au pas suivant. Et cette tâche va continuer. Nous allons donner la priorité à la ratification et à l'implémentation de CC 190 et nous travaillons avec énormément d'organisations, de syndicats, d'organismes gouvernementaux. Et n'oubliez pas que toutes ces normes internationales se basent également sur les droits des travailleuses migrantes. Donc, voilà pourquoi nous sommes unis et avec nos amis et nos partenaires, nous travaillons ensemble. Donc, encore une fois, je vous souhaite un excellent jour des migrants à vous tous et j'espère que l'année prochaine, on sera revenu à la normale, entre guillemets, et pour pouvoir nous exprimer dans la rue et nous amuser et ensemble pour nous réunir, profiter de notre compagnie et ensemble, donc, pouvoir unifier nos activités et notre travail. Il est très important de nous soutenir, de travailler côte à côte et de sentir que nous sommes plus puissantes tous ensemble. Cette année, elle a été très dure pour nous toutes, mais continuons à aller de l'avant avec de l'espoir. Merci aux intervenantes, aux modératrices, à tous mes collègues qui travaillent dans les coulisses, aux interprètes qui ont fait un excellent travail pour que l'on puisse rendre possible ces webinaires. Merci, merci à tous. Merci et Adriana au micro. Merci Elisabeth. Je tiens juste à ajouter que, comme vous avez vu, nous n'avons pas eu du temps pour un espace pour un échange des questions et réponses, mais nous allons rédiger un rapport et les questions sont très importantes. Donc, nous allons créer cet espace dans une autre occasion car malheureusement, nous n'avons pas plus de temps et nous allons faire suivre vos questions aux membres des différents panneaux. Et merci et encore une fois. Et on vous souhaite un excellent jour des travailleurs et travailleuses migrants. Bonne année. Merci à tous. Et nous savons très bien qu'en Asie, il est très, très tard. Donc, il est presque minuit pour certains d'entre nous. Il est très tôt et nous pensons au café du matin. Donc, malgré cela, nous sommes unis, nous sommes ensemble. Et merci pour ces merveilleux messages dans les chats. Et merci à tous nos camarades, nos sœurs et frères et collègues. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Personne ne veut partir maintenant. Mais bon, il s'agit de la tradition de la Fédération internationale des travailleurs domestiques. C'est ça, non? Merci à tous.